Pour bien acquérir un bien immobilier, il faut déjà se poser la question comment je vais l'acquérir, c'est-à-dire est-ce que je vais l'acquérir à titre personnel ou est-ce que je vais l'acquérir à travers une structure. Est-ce qu'il faut que je crée une SCI? Est-ce qu'il faut que je crée une SARL de famille? La SCI, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. Je souhaite transmettre de l'immobilier à mes enfants. Comment on fait au mieux? SCI, SARL de famille, on peut envisager aussi la SAS. On peut transmettre des titres et la nue propriété des titres aux enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Finalement, l'immobilier répond à beaucoup d'objectifs. Bonjour et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. 41 mètres carrés, c'est votre émission pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des experts de ce secteur afin de vous partager leur expérience, leurs compétences, mais également leur point de vue dans ce domaine. Nous abordons avec eux des questions variées telles que l'achat, la vente ou encore les défis juridiques, mais également les considérations environnementales de ce secteur. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas louper nos prochains podcasts. Pour ce 6e épisode, j'ai encore le plaisir d'être accompagné par Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Vous êtes directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. C'est ça. Et avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Maître Teddy Dorier. Bonjour Maître. Bonjour. Et avec vous, nous allons aborder les questions de l'achat, l'optimisation, mais également la transmission de patrimoine immobilier. Tout à fait. Dans un premier temps, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter votre domaine d'expertise, s'il vous plaît. Alors, je suis avocat associé au cabinet Clyde Avocat, qui est un cabinet lyonnais. On intervient dans les domaines du droit des affaires, procédure collective, contentieux, et aussi en fiscalité, que ce soit fiscalité patrimoniale ou fiscalité des sociétés. Nos clients sont principalement dans la région Rhône-Alpes, aussi en France, et on a quelques clients à l'international. Généralement, on a des particuliers avec des problématiques de transmission, notamment de biens immobiliers ou de transmission patrimoniale, et aussi des chefs d'entreprise avec des problématiques liées à la gestion du groupe de société et aussi à la transmission du groupe société aux descendants. Bon, nous, ce qu'on trouve intéressant aujourd'hui avec Maître Dorier, c'est vrai que les clients chez Maslow nous interrogent souvent sur comment il faut que j'achète mon immobilier, je voudrais transmettre à mes enfants, est-ce qu'il faut que je crée une SCI, tout ça. Donc voilà. Et puis on a aussi 30% de nos investisseurs qui sont des expatriés, des gens qui vivent à l'autre bout du monde, qui sont partis il y a 6 mois ou il y a 10 ans. Et donc l'idée aussi de pouvoir bien les accompagner. Donc c'était aussi un peu... L'idée de notre podcast aujourd'hui est bien accompagné, d'apporter ces éclairages. Sachant que la fiscalité est un sujet qui est quand même assez complexe, changeant, et donc on a besoin vraiment d'avoir le bon conseil par rapport à la situation donnée. Parce que suivant la situation, les montages qui vont être proposés vont être complètement différents. Ça, c'est important aussi. Et bien peut-être que dans un premier temps, pour pouvoir lancer justement ce podcast, nous pourrions profiter de vos conseils éclairés et votre expérience pour déjà savoir comment bien acquérir un bien immobilier. Alors, pour bien acquérir un bien immobilier, si j'ose dire, il faut déjà se poser la question comment je vais l'acquérir, c'est-à-dire est-ce que je vais l'acquérir à titre personnel ou est-ce que je vais l'acquérir à travers une structure. Ça va dépendre déjà aussi de la capacité de financement. Est-ce que j'ai des liquidités personnelles? Quels sont aussi mes objectifs lors de cette acquisition? Est-ce que c'est déjà pour avoir un complément de revenus avec les revenus issus de la location? Est-ce que c'est directement pour intégrer mes enfants en vue d'une transmission anticipée? Donc, encore une fois, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux investisseurs immobiliers et les possibilités pour investir vont dépendre aussi des objectifs qui sous-tendent finalement l'acquisition immobilière. Est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Dorier, parce que c'est vrai que quand je regarde un peu les investisseurs chez Maslow, on a quand même
trois grandes catégories de clients. On a une première catégorie qui sont des gens plutôt jeunes, entre 25 et 44 ans, qui ne sont pas encore pacsés ou qui ne sont pas encore mariés et qui achètent un bien immobilier locatif. Généralement, des gens qui habitent dans des grandes villes, parfois qui sont locataires, qui sont CSP+, avec des bons revenus et qui se disent, bon, bah voilà, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale, je vais faire un premier achat immobilier. Mais ils nous posent la question, que va devenir ce bien finalement si je me marie ou si je me paxe? Est-ce que vous pouvez nous éclairer déjà là-dessus pour cette première catégorie d'internautes? Alors, pour ces primo-accédants qui sont plutôt jeunes, l'objectif pour avoir finalement la meilleure optimisation, à mon sens, c'est une acquisition qui se fait déjà en propre. En propre, ça veut dire moi, à titre personnel. Pierre-Emmanuel Juge, j'achète un appartement immobilier. Tout à fait. Donc il n'y a pas d'utilisation de société. Là, c'est une acquisition en propre, en bénéficiant d'un régime fiscal plutôt optimisant qui est la location meublée, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir. L'objectif, c'est de faire une acquisition avec un emprunt immobilier et un emprunt bancaire. D'avoir une détention du bien pendant une durée généralement aller jusqu'à 70-80% du remboursement de l'emprunt bancaire, et ensuite envisager finalement un refinancement, c'est-à-dire une revente du bien immobilier à une société que cette même personne aura constituée pour acheter le bien immobilier. Et généralement, cette revente, elle intervient lorsque cette personne a eu des enfants, s'est mariée, et qu'il y a une logique, cette fois-ci, de transmission anticipée du patrimoine qui va être réalisée. Donc ça, pour ces primo-accédants qui sont plutôt jeunes, c'est vrai que l'acquisition en propre est plutôt intéressante parce qu'elle offre pour l'avenir différentes perspectives d'optimisation fiscale, mais aussi dans le cadre d'une revente à soi-même, c'est une opération de OBO, je pense qu'on reviendra aussi sur ces sujets, de dégager un maximum de liquidités sans perdre finalement indirectement le contrôle du bien immobilier, parce qu'il aura été vendu à une société contrôlée par le cédant. Bon, ça, c'est une solution optimisante que les gens ignorent généralement, parce que souvent, j'achète un bien immobilier et la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'il faut que je le revende? En fait, je regarde le marché et je me dis, tiens, je suis à un point haut, je vais revendre. Et puis finalement, on regarde le régime des plus-values. Donc, c'est vrai que j'ai plusieurs choix aujourd'hui, les internautes qui viennent sur Maslow. Nous, ce qu'on va d'abord essayer de leur éclairer, c'est est-ce que je vais acheter dans l'ancien ou dans le neuf? Est-ce que je vais acheter dans le nu ou est-ce que je vais acheter en meublé? Et après, c'est comment je vais l'acheter. Et puis, l'horizon de détention. Donc ça, c'est des choses qui sont pertinentes et qui sont importantes. Donc, vous évoquiez la location meublée. C'est vrai que la location meublée aujourd'hui, c'est près de 80% des ventes sur Maslow. Donc, la location meublée, soit j'ai un appartement tout à fait classique en ville, un studio, un T2 que je loue en location à l'année. En tous les cas, nous, dans nos simulations, on prendra plutôt de la location à l'année. Le Airbnb, les choses comme ça, c'est des choses qui peuvent être optimisantes, mais on n'a pas de certitude dans le temps. Donc, on va plutôt partir là-dessus. Et c'est vrai que la location meublée permet en gros de générer des revenus sans impôt. On avait fait un podcast, vous vous souvenez, avec Nadège, notre expert comptable, qui avait éclairé un peu ces situations-là. Mais en gros, je ne paye pas d'impôt sur les loyers. Donc, c'est l'intérêt de pouvoir avoir une durée de détention longue, d'avoir une préparation de retraite, par exemple, qui est intéressante. Donc, souvent, c'est quelque chose qui est privilégié par les gens. Et puis, le primo... investisseur, comme vous le mentionnez, c'est vrai que souvent le bail commercial, c'est quelque chose de très sécurisant. Je connais ma durée d'engagement, je connais mon loyer, j'ai peur de tous les tracas de l'immobilier. C'est aussi des sujets qui sont souvent privilégiés par nos internautes. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut avoir une autre sortie que la revente. On peut finalement, en gros, se revendre à soi-même et optimiser encore la situation dans le temps. Ça, c'est important. Et je rebondis sur la location meublée qui est déjà en soi une première optimisation, si j'ose dire, fiscale, totalement légale, mais qui permet, contrairement au revenu foncier, alors là, le revenu foncier, il s'applique lorsqu'on fait une location nue, ce qui est un peu la location, finalement, si j'ose dire, classique, la plus connue. Mais la problématique des revenus fonciers, c'est qu'on a un régime d'imposition qui n'est pas optimisant. C'est-à-dire que les revenus locatifs, les loyers perçus, on a très peu de charges pour venir les réduire. Ce qui fait que, grosso modo, on a toujours des revenus locatifs qui sont imposés à l'impôt sur le revenu. L'avantage de la location meublée, effectivement, c'est que, certes, on perçoit des revenus locatifs, mais il y a un nombre de charges beaucoup plus importantes qui vont venir diminuer le résultat fiscal et donc diminuer aussi la pression
fiscale. Et ça, c'est important parce que dans une logique d'investissement immobilier, il y a une logique aussi d'autofinancement. C'est-à-dire que, certes, la question, c'est comment j'achète, mais aussi quelle va être la capacité que je vais avoir ou que la société va avoir, si on interpose une société, à rembourser l'emprunt bancaire qui aurait été souscrit pour l'acquisition du bien immobilier. Et le régime d'imposition va pouvoir nous aider finalement à, suivant le choix qu'on fait entre, là on parle de revenus fonciers ou location meublée, à avoir finalement des revenus locatifs peu imposés, ce qui fait que c'est autant de liquidités que nous conservons pour rembourser la banque. D'accord ? Et cette logique d'autofinancement, elle est fortement aidée dans le cadre d'une location meublée. Parce que vous évoquez l'imposition sur les revenus fonciers, donc ça peut rester un bon choix pour certains investisseurs. Pour autant, effectivement, le résultat comptable, la différence entre les recettes et les dépenses, je vais payer des impôts sur ma tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de CSG, donc si dans une tranche à 30, on va dire, de façon classique, 30 plus 17,2, ça fait près de la moitié de mon bilan comptable recettes-dépenses qui va en plus passer à l'impôt. Donc le premier paradis fiscal de la location meublée, c'est d'éviter la tranche marginale d'imposition et la CSG. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui un choix qui est important. Vous évoquiez ce conseil d'acheter plutôt en propre dans un premier temps et d'envisager le rachat par une structure si j'ai une délai de détention sur du très long terme. Si on parle d'achat par structure juridique, bon, les questions de nos internautes, quand ils sont avec Jérémy et Anthony en visio, est-ce qu'il faut que je crée une SCI? Est-ce qu'il faut que je crée une SARL de famille? Est-ce que, maître, vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. En plus, les différences sont quand même marquées entre ces deux structures. Donc, la plus connue, ça reste quand même la SCI, hein, qui est aussi, avec les revenus fonciers, finalement, la structuration plutôt classique. La SCI, elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients. L'avantage de la SCI, c'est qu'on peut loger dans cette structure des biens qui vont être utilisés par les associés. On pense à une résidence secondaire. Il y a une possibilité avec la SCI d'une utilisation à titre gratuite du bien immobilier. La problématique de la SCI, alors la problématique si j'ose dire, mais c'est qu'on est contraint à rester dans une logique de location nue et donc dans une logique de revenus fonciers. Sauf option pour l'IS, mais l'idée c'est de rester dans des... Je vais revenir, j'ai une super question là-dessus. De rester dans des logiques un peu classiques. La SARL de famille, alors là, la grande différence avec la SCI, c'est que dans la SARL de famille, il faut absolument que les associés soient issus ou aient des liens de parenté, d'où la dénomination. Donc c'est soit des liens de parenté en ascendance ou en descendance, donc grands-parents, parents, enfants, ou des liens de parenté collatérale, frères, sœurs, ou avec des liens d'union, c'est-à-dire mariage, pax. Donc ça, c'est la première singularité de la SARL de famille. L'autre particularité, c'est que la SARL de famille, comme on l'entend, ne peut réaliser que de la location meublée ou des activités qui sont fiscalement considérées comme commerciales, donc soumises à l'imposition de ce qu'on appelle les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Oui, rappelez que les revenus locatifs en France, grosso modo, ça n'existe pas fiscalement. C'est soit des revenus fonciers, logement, on va dire location nue, mon locataire vient avec ses meubles et ses valises, ou location meublée, bénéfices industriels et commerciaux, ça ne s'appelle toujours pas des revenus locatifs. Et là, cette fois-ci, mon locataire vient uniquement avec ses affaires personnelles, ses valises. C'est ça, tout à fait. Et on l'a vu, la SCI nous permettait d'avoir ou d'envisager potentiellement une utilisation gratuite par les associés du bien détenu par la société. Avec la SARL de famille, fiscalement et par principe, l'utilisation gratuite du bien par les associés n'est pas possible. Parce qu'il y a une logique, en fait, d'activité commerciale. D'activité commerciale. Et donc, il faut respecter l'intérêt propre de la structure. Et l'intérêt propre de la structure, ce n'est pas de mettre à disposition gratuitement le bien aux associés. Donc voilà, grosso modo, les grandes différences entre la SCI et la SARL de famille et les possibilités qui sont offertes. Mais c'est vrai que c'est intéressant, si on reprend le cheminement de l'acquisition qui a été faite en propre par ce primo-accédant avec une acquisition donc en direct sous une activité de location meublée.
Pourquoi? Pour arriver à l'autofinancement et pour avoir aussi un régime d'imposition plutôt favorable. On s'aperçoit après plusieurs années de détention du bien que finalement l'emprunt bancaire a été fortement remboursé. Là, la logique, ça serait peut-être d'envisager une cession finalement du bien immobilier à une SARL de famille. Pourquoi? Parce que la SARL de famille va pouvoir continuer l'activité de location meublée. Ce qui va permettre finalement à la personne physique qui va céder son bien immobilier de percevoir des liquidités, donc de percevoir en une seule fois un prix de cession qui correspond à plusieurs années de revenus locatifs, d'accord, et de conserver le contrôle du bien immobilier à travers la SARL, et surtout de pouvoir mettre en place une SARL de famille parce qu'il aura aussi préalablement intégré au capital de la structure soit son épouse ou son conjoint, et ses enfants surtout, dans une logique d'anticipation de la transmission. Avant de partir plus en détail justement dans la transmission, je crois que Pierre-Emmanuel, tout à l'heure, on avait rapidement évoqué l'impôt sur les sociétés. Je crois que tu avais une question là-dessus. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de faire une petite démo parce que aujourd'hui, l'une des solutions qui pullulent un peu sur Internet, c'est d'acheter de l'immobilier via une SCI à l'IS pour éviter l'impôt. Et donc la démonstration qui est faite sur Internet est toujours la même chose. J'achète, je paye pas d'impôt sur les loyers, souvent des immeubles de rapport, souvent des rendements annoncés qui sont très élevés. Donc voilà, j'ai pointé et éclairé certaines simulations qui n'étaient pas tout à fait conformes à la réalité. D'une part, sur les travaux d'entretien, sur la réglementation énergétique et les travaux nécessaires aux propriétaires de les faire aujourd'hui et demain pour pouvoir louer son bien. Puis il y avait aussi la fiscalité à la sortie, c'est-à-dire que la SARL de famille, si j'ai une activité commerciale, j'amortis mon bien, je ne paye pas d'impôt sur mes loyers, mais si je fais de la SCI à l'IS, j'ai le même principe, je perce les loyers, je pratique de l'amortissement, mais il y a une légère différence qui est à la sortie, qui n'est pas souvent mentionnée sur Internet. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur cette magie de la SCI à l'IS où on oublie la petite étoile à la fin? Alors, ça, c'est une très bonne question. Peut-être revenir déjà sur la location meublée à travers la SARL pour comprendre finalement pourquoi la SCI à l'IS, sur la sortie, c'est-à-dire sur la vente du bien immobilier, peut être la fausse bonne idée. C'est qu'actuellement, donc, avec la location meublée, on l'a vu, les revenus locatifs, on va faire très simple, les revenus locatifs vont être globalement fortement réduits, voire gommés suivant les situations, par les charges comptables qui sont autorisées. C'est-à-dire, s'il y a de la dette, s'il y a du prêt, si on résume, on ne paye pas d'impôt sur les loyers. Normalement, grosso modo, pour simplifier, l'idée c'est, avec ces charges d'intérêt, c'est surtout aussi la possibilité d'amortir le bien. C'est-à-dire que comptablement, vous allez pouvoir constater une charge d'amortissement, mais cette charge d'amortissement n'entraîne pas de sortie de liquidité. D'accord ? Donc, grosso modo, les revenus locatifs vont être gommés pendant la période de location. Si on reste sous le statut de loueur en meublé non professionnel, c'est-à-dire moins de 23 000 € de revenus locatifs, ou alors si on les dépasse, ils sont toujours inférieurs aux autres revenus professionnels du contribuable. Donc si on reste sous ce statut de LMNP, si j'ose dire, au moment de la cession, on revient sur une logique de plus-value immobilière des particuliers. Donc en fait, la location meublée permet pendant la vie de l'activité locative ou la phase d'activité locative d'être sous un régime BIC très optimisant parce que peu imposé. Et au moment où on va céder le bien immobilier, de revenir sur une logique d'imposition des particuliers avec les plus-values immobilières des particuliers. C'est un peu le beurre et l'argent du beurre. Ça. Pendant l'exploitation, j'ai les avantages de la comptabilité de l'entreprise, grosso modo. Et puis à la sortie, je retrouve le paradis fiscal de l'investissement particulier sur lequel je paye pas beaucoup de plus-value, sauf si mon bien c'est vraiment apprécié. C'est ça, tout à fait. En plus, sur la plus-value immobilière des particuliers, on revient sur une logique, plus le bien a été conservé, moins la fiscalité sera importante. Donc ça, c'est l'avantage du système de la location meublée. Et cet avantage, on en bénéficie si on fait la location meublée à titre personnel ou à travers une SARL de famille, d'accord ? Où finalement, les associés de la SARL de famille vont être très peu imposés pendant toute la phase de location,
D'accord. Et au moment de la cession du bien immobilier par la SARL de famille, les associés toujours vont pouvoir bénéficier du régime des plus-values immobilières des particuliers. Donc là, on a plutôt un système qui est optimisant parce qu'on a maintenu finalement une logique d'optimisation sur la fiscalité pour parvenir à cette logique d'autofinancement, c'est-à-dire que les revenus locatifs permettent à la structure de rembourser l'emprunt bancaire et de faire face éventuellement à l'imposition. Et au moment de la cession, on revient sur une logique très optimisante avec une plus-value immobilière des particuliers qui est peu taxée. Certains envisagent toujours dans cette logique donc de limiter l'imposition, d'utiliser finalement la SCI à l'IS. Alors, ça peut se comprendre, notamment si les associés qui vont faire partie de cette structure n'ont pas de lien entre eux, de liens familiaux, ce qui fait qu'ils sont exclus du statut de la SARL de famille, ils ne peuvent pas la constituer. Donc dans ce cas-là, le choix de la SCI à l'IS peut se comprendre, notamment si la structure, donc la SCI, va recourir à l'emprunt bancaire pour financer l'acquisition. Le choix de l'IS va permettre de revenir toujours dans cette logique donc des BIC, qui est de dire un revenu locatif très peu imposé du fait des charges et notamment de l'amortissement. Le bas blesse sur l'IS, c'est au moment de la revente, où là on a un régime qui est celui des plus-values professionnelles. Alors très schématiquement, on va faire la différence entre le prix de cession du bien par la société à l'IS, moins ce qu'on appelle la valeur nette comptable. Donc la valeur nette comptable, c'est ni plus ni moins que le prix d'acquisition initial du bien par la structure, diminué de tous les amortissements qui ont été comptabilisés au fil des années. Ce qui fait que plus le bien a été détenu longtemps par la structure à l'IS, plus la plus-value va être importante et donc plus l'imposition va être importante. Je vais schématiser parce que c'est vrai que j'ai eu le cas à commenter parce que ça m'avait un peu exaspéré cet exemple que j'avais vu, mais c'est vrai que quelqu'un qui achète un bien 200 000 euros en propre, en location meublée, ou 200 000 euros via une SARL de famille qu'il garde pendant 20 ans, en SARL de famille ou en propre à la sortie, si j'achète 200 000 et que je revends 200 000, c'est pour l'exemple, je vais évidemment pas payer d'impôt parce qu'il n'y a pas de plus-value. Dans le cadre de la SCI-LIS, toujours le même exemple, j'achète un bien 200 000 euros, je le garde 20 ans, je le revends 200 000 euros, il n'y a pas de plus-value sur le papier. La réalité, c'est que si j'ai passé de l'amortissement pendant 20 ans, je vais devoir, imaginons que j'ai passé 100 000 euros d'amortissement, et je vais avoir un impôt à payer sur ces fameux 100 000 euros, alors que j'ai acheté 200 et j'ai revendu 200. Donc voilà, c'est des exemples malheureusement qui pullulent un peu sur Internet pour optimiser la location meublée et qui ne sont pas tout à fait la réalité. Parce qu'on a quand même une deuxième population aussi, Maître Dorier, sur Maslow, qui sont les expatriés. Mmh. Donc, ils recherchent la meilleure solution pour éviter l'impôt en France. C'est sûr que si je suis à Singapour, à Londres ou à Genève, si j'achète de l'immobilier en France et que je génère des revenus, je vais générer une imposition en France. Donc, ils nous posent tous la question comment acheter pour éviter l'impôt en France. Et souvent, c'est j'invente une structure, j'invente une détention possible. Donc, alors qu'il y a des cas très simples de détention en propre, de location meublée non professionnelle ou de SARL de famille, c'est pas la peine de faire de l'ingénierie patrimoniale qui complexifie tout ou qui oblige à réintégrer de l'amortissement à la sortie. Qu'est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à quelqu'un qui est à l'étranger dans comment acheter de l'immobilier en France, sachant que pour vous aider un petit peu aussi, 80% des acquisitions se font en cash. Les expatriés, généralement, viennent acheter de l'immobilier en France pour la certitude de notre marché. La sécurité aussi, et évidemment le fait de placer son argent en euros, pour ceux qui ne sont pas payés en euros, ce sont leurs choix, en tous les cas leurs demandes. Est-ce qu'on peut les éclairer, ces internautes expatriés, sur comment acheter de l'immobilier en France ? Ils ont la possibilité de bénéficier déjà du statut, s'ils font l'acquisition en propre, c'est-à-dire personnellement, du statut de loueur en meublé, et de l'optimisation qu'on vient d'évoquer sur le loueur en meublé. Alors, attention, parce que pour ces personnes, pour déterminer s'ils sont sous le statut de loueur en meublé non professionnel, comme on vient de l'évoquer, ou le statut de loueur en meublé professionnel, où là on revient sur une logique de plus-value professionnelle, on va prendre en compte uniquement leurs revenus de source française. Donc ça veut dire que s'ils ont uniquement des revenus locatifs, suivant l'importance de ces revenus locatifs, ils peuvent basculer sous le statut de loueur en meublé professionnel. Moins de 23 000. C'est ça. Ça, c'est déjà important pour eux. Ensuite, il y a la possibilité,
comment finalement va être réalisée l'acquisition. S'ils ont besoin d'avoir une acquisition qui est en partie financée avec l'argent issu d'une holding située à l'étranger, qui est finalement une cash box et qui a engrangé un certain nombre de liquidités pour faire des investissements. On voit directement que l'utilisation de la SARL de famille est à exclure parce qu'on aura finalement, si on utilise une structure, un pourcentage du capital de cette structure qui sera détenu par la fameuse holding à l'étranger. Alors là, l'idée, c'est soit de recourir à la SCI, sous quelle forme, sous quel régime d'imposition peut-être l'IS. On peut aussi avoir, si on veut, une structure qui est à l'IS, ne pas être sous la forme d'une SCI qui nécessite 2 associés, mais directement passer avec une structure type SAS qui permet d'avoir finalement en France une filiale détenue à 100% par la holding étrangère et qui réalise l'investissement en France. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps passe très vite et c'est vrai qu'aussi on a un gros domaine qui intéresse beaucoup nos internautes, ça va être sur l'optimisation et quelle stratégie adopter pour la transmission de biens immobiliers locatifs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer avec vos compétences sur quelle est la meilleure stratégie à adopter pour ce cas? Le troisième scénario, Maître Dorier, des internautes sur Maslow, ce sont des gens qui nous disent je souhaite acheter de l'immobilier pour mes enfants. Voilà, donc est-ce qu'il faut que j'achète un bien parce qu'il va faire ses études, je voudrais le loger, etc. Donc voilà, première réponse, c'est assez facile pour nous de pouvoir leur répondre. L'autre situation qui est souvent très claire, c'est de se dire je voudrais transmettre à mes enfants, mais je ne veux pas leur donner d'argent pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, je caricature, je suis désolé. C'est de se dire j'aimerais bien acheter de l'immobilier pour mes enfants, grosso modo, comment faire. Donc nous, on leur explique évidemment les enveloppes d'exonération et des choses comme ça. Mais l'idée, c'était aussi qu'on puisse apporter un éclairage dans ce scénario. Je souhaite transmettre de l'immobilier à mes enfants. Comment on fait au mieux? Alors, partons d'un cas basique où l'acquisition a été faite à titre personnel, avec une volonté directement de transmettre tout ou partie du bien aux enfants. Donc la possibilité, ça serait de réaliser ce qu'on appelle post-acquisition du bien immobilier par la personne physique, des donations. En France, on peut donner la pleine propriété d'une chose, donc d'un bien immobilier, ou on peut donner ce qu'on appelle des biens démembrés, c'est-à-dire la propriété en France, elle est composée de l'usufruit, c'est la possibilité d'utiliser le bien et de percevoir les fruits, c'est-à-dire les revenus locatifs générés par la chose, si c'est un bien immobilier, et la nue propriété. Typiquement, on pourrait envisager une première possibilité où, post-acquisition du bien immobilier, la personne physique fait une donation, finalement, de tout ou partie du bien immobilier, et notamment en nue propriété. Pourquoi en nue propriété? Parce que ça permet déjà de diminuer fortement la valeur du bien. Si vous donnez un bien qui en pleine propriété de 100 000 €, vous allez être soumis sur les droits de donation sur cette valeur de 100 000 €. Si vous transmettez cette fois-ci la nue propriété du bien, on va, grâce finalement aux mécanismes fiscaux et aux règles fiscales, pouvoir finalement être soumis aux droits de donation, non plus sur 100 000 € de valeur, mais sur un pourcentage beaucoup plus faible, parce qu'on n'aura pas transmis la pleine propriété, mais la nue propriété. Donc ça, c'est déjà une première possibilité d'optimisation, c'est ne pas donner 100% de la pleine propriété du bien, mais donner, si j'ose dire, un des attributs de la pleine propriété, qui est la nue propriété. Pourquoi on donne la nue propriété aux enfants? C'est pour conserver l'usufruit. On revient sur le schéma de base. Le bien immobilier a été acquis à titre personnel. Il va être loué, donc il va générer des revenus. L'objectif, ça serait qu'en conservant l'usufruit, je puisse percevoir les revenus locatifs et décider de l'usage du bien. Les enfants, en tant que nus propriétaires, n'auront pas finalement les revenus locatifs. Et c'est seulement au décès de l'usufruitier que l'usufruit qui était détenu reviendra aux enfants, qu'ils se deviendront pleins propriétaires du bien immobilier sans fiscalité. Gratuitement. Gratuitement. Ça, c'est le premier point.
Donc l'optimisation, lorsqu'on fait une acquisition à titre personnel, c'est d'envisager une donation du bien aux enfants, une donation qui est démembrée, parce qu'on va transmettre que la nue propriété et conserver l'usufruit. Et c'est d'accompagner aussi à ça les abattements, parce que sur les donations, on a aussi la possibilité d'avoir des abattements, c'est à hauteur de 100 000 € par parent et par enfant. C'est-à-dire que si on a 2 enfants, on peut transmettre 200 000 € de valeur, 100 000 € chacun, sans être soumis au droit de donation. D'accord ? Donc l'optimisation, elle consisterait à la fois à ne pas donner la pleine propriété du bien, mais la nue propriété. On va déjà diminuer l'assiette et la valeur de la donation, de la transmission. Et c'est en plus de diminuer cette valeur transmise des abattements, pour que, in fine, finalement, il n'y ait aucun droit de donation qui soit dû au titre de la transmission. Oui, si on reprend le schéma, vous aviez mentionné 200 000 €, c'est 200 000 € par parent. Donc imaginons le couple classique, un couple marié avec 2 enfants, on a le droit de transmettre totalement exonéré de droit de ces 400 000 €. Donc je peux acheter un appartement à 400 000 € en pleine propriété. Et effectivement, il y a d'autres solutions d'optimisation, notamment le démembrement, qui permet de transmettre finalement une somme d'argent très importante à ses enfants dans cette enveloppe globale dans mon exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les internautes. Souvent aussi, l'autre écueil que l'on peut avoir, ou les questions que l'on peut avoir, c'est de se dire, bah oui, mais j'ai 2 enfants, si j'achète... en gros, les gens ils disent, bah, j'aurai 2 appartements l'un d'un côté de l'autre pour leur transmettre la même chose. Après, le moment de l'investissement n'est pas forcément le même. Donc finalement, comment je fais pour... alors, je vais me fâcher avec des gens, mais bon, j'ai un appartement à Sedan, un appartement à Marseille, j'ai 2 enfants. Bon, laquelle j'aime le plus, à qui je donne celui de Marseille, et laquelle j'aime le moins pour donner celui de Sedan. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là aussi, c'est de se dire comment on peut optimiser les choses. Et c'est peut-être là la structure qui peut nous aider, non pas à transmettre l'appartement, mais à transmettre des parts. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Maître ? Alors tout à fait. L'utilisation de la société, donc là on est à un degré supérieur en termes d'optimisation. Dans ce cas-là, on ne va pas transmettre directement le bien immobilier ou l'appartement détenu par la société, mais on va détenir en fait les titres, c'est-à-dire ce qui compose le capital social de cette société. Des parts. Des parts. C'est comme ça. Les titres, tout à fait. Alors là, on peut optimiser beaucoup plus la transmission. Pourquoi ? Parce que on l'a vu, si le bien immobilier est détenu en propre, l'optimisation, elle se fait déjà en donnant la nue propriété du bien et en utilisant l'abattement des 100 000 €. Le problème, c'est que si on fait ça et si on se limite à cette simple donation du bien en direct, on ne va pas pouvoir, lorsqu'on va faire la valorisation du bien pour le transmettre, on ne va pas pouvoir soustraire l'emprunt bancaire qui a été nécessaire pour financer le bien. Donc partant du postulat où le bien acquis en propre vaut 300 000 €, on a grosso modo 250 000 € d'emprunts qui ont été souscrits pour financer l'acquisition. Si on fait une donation finalement de ce bien directement aux enfants, la donation va être valorisée sur la valeur vénale du bien, sur les 300 000 €. On ne va pas pouvoir soustraire la dette bancaire. Donc on perd un petit peu en optimisation parce que c'est moins avantageux. L'utilisation de la société, elle va permettre de valoriser la société et de prendre en compte à la fois le bien immobilier détenu par la société, mais aussi la dette qui a été souscrite par la structure pour faire l'acquisition. Donc si on revient sur l'exemple d'une société qui a acquis un bien immobilier de 300 000 € et qui a souscrit un emprunt de 250 000 €, sachant que les 50 000 € restants ont été apportés par les associés pour réaliser l'acquisition, on voit qu'on a une structure qui a un trait d'instant au moment où elle a été constituée et au moment où elle a réalisé l'acquisition, qui a certes un actif de 300 000 €, mais qui a aussi un passif de 300 000 €. Et là, on s'aperçoit qu'on va pouvoir transmettre aux enfants quasiment l'intégralité du capital sans fiscalité, parce qu'à ce moment-là, la société, elle ne vaut, si j'ose dire, que son capital social, c'est-à-dire l'argent qui a été apporté par les associés pour la constituer. Et généralement, ces structures, elles sont dotées d'un capital social très faible, on peut être à 100 €, 1 000 €. Donc on voit qu'une structure
elle va avoir une valorisation à ce moment-là, à ce moment précis, de 1 000 €, ce qui va nous permettre de transmettre énormément de titres aux enfants dans le cadre d'une donation. Alors, on ne va pas transmettre toujours la pleine propriété des titres de la société aux enfants, on va toujours faire une transmission en démembrement. On va transmettre aux enfants la nue propriété des titres. Ce qui va permettre aux parents de conserver l'usufruit et donc les revenus générés par la structure, la maîtrise aussi juridique de la société, avec un aménagement statutaire pour que l'usufruitier puisse contrôler la société. Les enfants n'auront que la nue propriété. Donc ils n'ont pas vocation à percevoir par principe les revenus générés par la structure. Là aussi, il y a certaines adaptations à voir, c'est-à-dire qu'on peut, dans le cadre de distribution, cette fois-ci, alors non pas de résultats, mais de réserves, attribuer quand même des liquidités aux enfants. Ça sera toujours au bon vouloir des parents usufruitiers qui vont décider si oui ou non il y aura une distribution de réserves aux enfants. Donc en fait, la société, elle est très intéressante la dette. Pour optimiser parce qu'on va prendre en compte en fait la dette de la société pour valoriser cette société au moment de la transmission aux enfants. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence entre enfants mineurs, enfants majeurs? Est-ce qu'il y a une différence importante dans le cadre de la transmission? Moi, une de mes filles est majeure, pas l'autre. Imaginons que je souhaite initier une transmission de patrimoine ou acheter un bien pour mes enfants. Est-ce qu'il y a une différence importante entre des enfants mineurs et des enfants majeurs? Alors, si on reste sur des structures juridiques, si j'ose dire classiques, typiquement SCI, SARL de famille, on peut envisager aussi la SAS, on peut transmettre des titres et la nue propriété des titres aux enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Il y a certaines formes juridiques, alors typiquement la SNC, donc la société en non commercial, là, on ne peut pas transmettre la nue propriété des titres aux enfants parce qu'ils auraient la qualité de commerçants et ce qui est par principe à exclure. Mais si on reste sur des structures qui sont plutôt classiques, on peut très bien envisager de transmettre une partie des titres aux enfants, même si ceux-ci sont mineurs. Donc il n'y a pas de blocage. Ouais, il y a un point quand même important, parce qu'on parle toujours des 100 000 € de donation. On va préciser que c'est 100 000 € par tranche de 15 ans. Donc si aujourd'hui j'ai 50 ans et que je souhaite transmettre de l'argent, et donc on a vu qu'il y avait des solutions optimisantes pour transmettre plutôt que de l'argent, de l'immobilier, plutôt que finalement de l'immobilier, des parts d'immobilier ou de la nue propriété d'immobilier. Finalement, si j'ai 50 ans, je pourrais refaire ça à 65 ans. Statistiquement, je ne suis pas encore décédé à 65 ans. Donc on parlait quand même pour un couple marié avec 2 enfants d'une optimisation à hauteur de 400 000 €. 15 ans après, c'est re 400 000 €. Donc on a vraiment des moyens d'optimiser la possibilité de transmettre le patrimoine à ses enfants. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est, mais c'est toujours un peu... dans tous les placements et dans tous les choix que l'on va faire, c'est le cas, mais c'est quand même par tranche de 15 ans. Donc voilà, si on meurt statistiquement à 85 ans, on a quand même deux, trois possibilités de le faire. Mais il y a aussi une question sur le statut familial. Je sais que chez Maslow, je crois que vous faites face à ce cas de figure. Dans le cas où, par exemple, d'être divorcé, d'être remarié, comment ça se passe du coup à ce niveau-là? Je sais que vous en faites souvent face. Oui, en fait, souvent, c'est toujours pareil, c'est les statistiques. À 45 ans, il y a un divorce sur 2, donc on peut avoir des enfants d'un premier mariage. On peut avoir vendu, par exemple, son ancienne résidence principale. On est locataire de sa nouvelle résidence principale, où on apporte des fonds propres pour acheter une nouvelle résidence, où on veut transmettre de l'argent propre aux enfants d'un premier mariage. C'est toujours, j'ai 2 enfants d'un premier mariage, j'ai un enfant d'un deuxième mariage. Souvent, on a cette question-là, je voudrais transmettre de l'argent à mes enfants, essayer d'équilibrer un peu les choses, c'est ça les contraintes, c'est souvent le fait de réinvestir du cash et de ne pas exclure des enfants en dehors, on va dire, du lieu de vie qu'est la résidence principale. Donc là, les structures entre parents et enfants sont des choses qui sont optimisantes. Enfin, Et elles sont intéressantes parce que, donc je reviens sur votre exemple précédent où finalement la question c'était de se poser si, suivant
l'affect que l'on a pour tel ou tel enfant, Ouais, lui transmettre tel ou tel bien suivant sa situation géographique. La problématique, lorsqu'on est sur des transmissions inégalitaires, alors là, c'est-à-dire qu'on transmet un bien immobilier qui a une valeur plus importante à un enfant et un bien immobilier qui a une valeur moindre pour l'autre, c'est qu'on va entraîner un déséquilibre entre les enfants, et des équipes qui n'est pas opportun et qui va de toute manière devoir être comblé au moment de la succession. L'avantage de la structure, c'est qu'on ne va pas transmettre le bien immobilier, mais encore une fois des titres de la structure. Et donc on peut très bien allotir chacun des enfants d'un nombre de titres qui représentent une valeur équivalente, pour maintenir justement toujours cet équilibre, même si la structure, elle, a un actif composé de biens immobiliers qui ont des valeurs totalement différentes. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à ces problématiques avec des familles recomposées ou des personnes qui sont divorcées, de toujours permettre d'avoir un équilibre entre les enfants. Et il y a aussi, alors, sur ces problématiques de personnes qui ont divorcé avec des réinvestissements ou alors des personnes qui se sont remariées. Ça va aussi dépendre là du régime matrimonial sous lequel ces personnes sont mariées. Généralement, les problématiques se posent lorsqu'on est en communauté. Partons du cas classique où une personne finalement a divorcé, se remarie sous un régime de communauté et veut investir des fonds qui étaient des fonds propres, c'est-à-dire avant son remariage. Là, nous, généralement, au cabinet, on s'attache à ce que s'il y a constitution de structure et que ces fonds propres sont apportés à une société, eh bien de s'assurer de la traçabilité de ces fonds, d'indiquer dans les statuts que finalement les fonds sont issus de fonds propres, et qu'ils vont rester donc des fonds propres de la personne remariée. Et on va faire intervenir aussi le conjoint pour que celui-ci atteste que les fonds qui ont été employés dans la société sont des fonds propres. C'est ça. Ça permet aussi d'assurer une traçabilité et d'éviter tout éventuel contentieux au moment d'un divorce. Anticiper, ça vous C'est ça, toujours anticiper. Toujours se mettre en position de divorcer quand on se marie. De toute façon, l'immobilier reste là-dessus, c'est prévoir au long terme et un peu toutes les situations. C'est d'ailleurs l'accompagnement que fait un peu Maslow là-dessus aussi, c'est pour accompagner ces cas de figure. Nous, on est là pour éclairer les gens. Souvent, nous, on a affaire à des internautes qui souhaitent investir dans l'immobilier. Une fois qu'on a dit ça, c'est dans quoi j'investis, quel est le budget. Et après, souvent, ils nous posent des questions sur est-ce qu'il faut que je crée une structure, est-ce qu'il faut que je fasse une SCI, est-ce qu'il faut que je fasse une SARL, oui, mais j'ai divorcé, je voudrais transmettre de l'argent à mes enfants. Donc c'est là qu'on essaie de leur apporter un éclairage. Mais après, l'expertise est importante. Plus la situation est complexe, je pense notamment aux chefs d'entreprise, des gens qui ont des SCI, mais pour leur activité professionnelle, une holding, etc. Donc, plus la situation est complexe, plus on a besoin de contractualiser les choses et d'être accompagné. C'est là où l'avocat fiscaliste, le notaire sur le régime matrimonial, sur la façon dont on achète, est quelque chose d'important. Et puis après, plus on se pose la question en amont de ce que l'on veut faire de ce bien immobilier. Est-ce que c'est pour moi, pour générer des revenus complémentaires pour ma retraite? Est-ce que c'est un outil qui peut faire les deux, c'est-à-dire à la fois générer des revenus complémentaires pour ma retraite, mais aussi transmettre mon patrimoine? La réponse, elle est oui, on peut faire les deux. On peut garder les fruits, donc les loyers, et avoir un complément de revenus. On peut éviter la fiscalité sur les loyers et on peut même transmettre le bien à ses enfants. Donc finalement, l'immobilier répond à beaucoup d'objectifs des clients. Et c'est vrai que chez Maslow, on a des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui ont 55 ans. Les objectifs de vie ne sont pas les mêmes, mais on a vraiment la possibilité, avec l'immobilier, de lever de la dette, de percevoir des loyers nets d'impôts, de transmettre ce bien à ses enfants. Et finalement, si on est sur un bilan patrimonial, sur le fait de regarder cet investissement immobilier sur non pas 5 ans ou 6 ans, mais sur 10, sur 15, sur 20, sur finalement 25 ans, sur mon espérance de vie, on peut en faire plein de choses. Et c'est là où on doit avoir cette réflexion finalement un petit peu dès le départ pour se dire quelle est la situation qui est la plus optimisante. Moi, j'aimerais bien rebondir là-dessus pour le peu de temps qui nous reste. Est-ce que vous pourriez donner des conseils clairs du coup à nos internautes justement pour la transmission, pour qu'ils aient bien en tête comment bien optimiser sa transmission Alors, déjà pour bien optimiser,
il y a le mot anticiper la transmission. L'anticipation, c'est sur un temps long. Quelquefois, il nous arrive d'être confrontés à des clients qui ont un certain âge, un âge avancé, et là, finalement, l'anticipation de la transmission, elle est quasiment plus possible. C'est-à-dire que tous les montages ou toutes les possibilités que le droit fiscal ou le droit offre, là, vont être finalement, malheureusement, plus pouvoir être employés dans ces situations. Donc, en fait, l'idée déjà, dans la transmission, c'est l'anticipation, et c'est sur un temps long, avec des objectifs qui sont clairs. Et plus on va travailler en amont le dossier, plus on va pouvoir bénéficier des optimisations fiscales et des montages fiscaux qui sont mis à disposition finalement du contribuable pour ne pas payer d'imposition ou alors réduire fortement l'imposition liée à la transmission. Donc ça, c'est important, c'est de toujours anticiper. Merci beaucoup pour ces conseils. Malheureusement, le temps file trop vite. Est-ce qu'avant de donner le mot de la fin, vous voudriez revenir sur des notions peut-être qui ont été abordées trop rapidement avant de conclure cet épisode, peut-être aussi à la vision de Maslow sur ses conseils pour l'accompagnement? La vision de Maslow, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, c'est comment j'achète. Est-ce qu'aujourd'hui, ma situation matrimoniale ou ma situation, voilà, est-ce que j'ai des enfants ou pas, et qu'est-ce que je veux faire de ce bien immobilier, et de regarder le temps long pour se poser les bonnes questions au bon moment. J'ai 40 ans, j'ai des enfants, bon d'accord, la transmission, c'est dans longtemps, j'ai le temps, la retraite, c'est dans longtemps, je suis pas mort, etc. Ok, finalement, j'ai 40 ans, j'achète de l'immobilier locatif, et je peux me dire combien de temps j'envisage de garder ce bien immobilier, et puis finalement, si je le garde plus longtemps, ou si finalement je change d'avis, je souhaite le transmettre à mes enfants, c'est quoi la solution, quels sont les choix que j'ai à ma disposition. C'est toujours pareil, c'est des curseurs qu'il faut regarder pour réussir son investissement immobilier. Oui, toujours garder en tête de faire les simulations sur tous les cas de figure et surtout ceux auxquels on n'aurait pas pensé au départ finalement. Je pense que vous avez raison, c'est simulation. C'est-à-dire, une simulation, ça sert à quoi? Ça sert à comparer. Donc comparons finalement la situation la plus optimisante pour moi. Et effectivement, c'est ce qu'on pourrait conseiller le plus aux gens. Faire des simulations version A, version B. C'est le conseil que je donnerais. Maître, pour vous, peut-être un dernier mot pour la fin, ou alors vous pensez que tout a été dit? Non, mais là, je reviens clairement sur ce qui a été dit, et je suis en totale adéquation. C'est qu'il n'y a pas de montage type à une situation donnée. L'idée, c'est d'échanger avec la personne, d'envisager à la fois ses désirs financiers, mais aussi, parce que là, on parle de transmission, il y a aussi de l'affect. Tous les clients n'ont pas les mêmes attentes. Donc c'est pour ça qu'effectivement, l'échange, la simulation, ce qui permet aussi d'ouvrir les perspectives, parce qu'on peut avoir des clients qui ont des idées bien arrêtées, un avis bien arrêté, bien tranché, ce qui est une très bonne chose, mais finalement, en faisant des simulations et puis en ouvrant un peu les perspectives, on arrive à avoir à la fin un montage qui diffère totalement de la première volonté du client. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir échanger et de pouvoir aussi avoir une vision. Ouais, simuler les scénarios. Simuler les scénarios. Bien, merci beaucoup, Maître, de nous avoir partagé votre expertise. Merci Pierre-Emmanuel aussi d'avoir donné la vision de Maslow et surtout l'accompagnement autour de ces notions qui sont importantes et dont les internautes aiment bien nous poser des questions. Souvent. Je vous remercie. 41 mètres carrés, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes de podcast. Cela nous aide énormément. Vous pourrez retrouver en description toutes les informations clés évoquées durant ce podcast et vous pourrez aussi saisir l'espace commentaire s'il y a des notions sur lesquelles vous aimeriez que l'on revienne. Encore merci à vous deux de nous avoir accompagnés pour ce podcast. Merci pour votre expertise. Et nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode de 41 mètres carrés. Merci de nous avoir regardés. Merci, au revoir. Au revoir.